Bonjour et bienvenue sur le live Facebook de Imaz Presse Réunion, page officielle. Un live que vous retrouvez, c'est une habitude maintenant, dans quelques instants sur notre site internet www.iperréunion.com, www.imazpresse.com. Vous le voyez, nous sommes dans les locaux d'Imaz Presse, comme d'habitude. C'est une habitude maintenant lorsqu'on reçoit nos invités. Et aujourd'hui, bien que nous soyons dans un bureau et non pas dans un champ de Cannes, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Bruno Robert. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Président des jeunes agriculteurs, vice-président de la Chambre d'agriculture, mais aujourd'hui c'est au titre de sa casquette de président des jeunes agriculteurs que nous le recevons, puisque l'actualité est abondante dans le secteur agricole en général et plus particulièrement dans le secteur de la canne et du sucre. Comme d'habitude, j'ai avec moi ma collègue Margot Malinge. Bonjour à tous. Bonjour Margot, qui va relayer vos questions. N'hésitez pas à poser vos questions à Bruno Robert et Margot se fera un plaisir tout à l'heure, après une première, comme d'habitude, une première partie d'interview en face à face avec notre invité. Elle se fera un plaisir de relayer toutes vos questions, donc à vos commentaires, à vos questions. Et on démarre tout de suite avec vous, Bruno. Alors, comment la tension est palpable en ce moment, depuis quelques semaines maintenant, dans le milieu de la canne et du sucre. Normalement, la coupe doit commencer ce lundi. Peut-être on n'aurait pas gagné si la coupe avait commencé, mais la coupe n'a pas commencé. Pourquoi? Alors, la tension est palpable. Moi, personnellement, je suis agriculteur depuis 2009. Et depuis 2009, la tension est palpable dans la filière canne. Donc, c'est quelque chose qui est permanent et qui est usant à force. Enfin, c'est vraiment beaucoup de stress à chaque démarrage de campagne, pendant la campagne, même après. Les relations avec l'industriel sont toujours tendues. On n'arrive jamais à trouver finalement une bonne relation. Cette année, ce qui pose problème, c'est que voilà, nous sortons de quelques années difficiles. La convention Cannes, nous avons eu des difficultés après. Tout le monde a vu, nous a été condamné à titre personnel, le président de la FDSEA, nos syndicats a payé un lot tribut aussi, en termes d'amende, en termes de frais de justice. Donc aujourd'hui, voilà. Et à l'aube de démarrer cette campagne 2020, donc encore une fois, Tereos revient avec une volonté de durcir le protocole d'échantillonnage de la canne pour faire baisser finalement le prix de la canne et pénaliser l'ensemble des planteurs. Mais expliquez-nous un petit peu, Bruno Robert, pourquoi vous dites c'est une volonté de faire baisser le prix de la canne? Parce que s'il nous a bien compris, en fait, il demande maintenant que la sonde qui sonde la richesse en sucre, il soit possible pour elle de rentrer de n'importe où dans le chargement. Mais quoi, il gêne l'azote là-dedans? Alors, il faut bien comprendre que cette étape d'échantillonnage, c'est vraiment l'étape clé du paiement de la canne. Nous avons une matière première où le prix n'est pas du tout fixe. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs aujourd'hui qui peuvent être payés à 20 €, voire moins la tonne de canne. Et on a des agriculteurs qui, selon la richesse, si on a une bonne richesse au moment de l'analyse, ils peuvent être payés le triple, donc 60 €. La richesse référence, excusez-moi, la richesse référence? La richesse référence, c'est 13,8% de sucre par tonne de canne. Et aujourd'hui, on a des agriculteurs de Sainte-Rose, par exemple, qui souvent font la une de l'actualité, les plutôt autour de 9% de richesse. Et on a des agriculteurs, peut-être à Beaufort, qui arrivent à 15-16% de taux de sucre. Donc c'est pour ça qu'il y a une énorme pression autour de cet acte d'achat. Et bien évidemment, Tereos, c'est une entreprise capitaliste, un groupe mondial. Sa stratégie aujourd'hui, c'est quoi? C'est soit de vendre son sucre plus cher, donc où nous connaissons le contexte est difficile, ou soit d'acheter la matière première moins chère. Donc nous comprenons, nous analysons que depuis quelques années, la stratégie Tereos, avec le développement de la coupe mécanique, avec le durcissement du protocole d'échantillonnage, sa stratégie c'est de faire baisser la richesse moyenne, qui d'ailleurs c'est une réalité, on arrive même plus à 13,80, les richesses les plutôt autour de 13,50, 13,60 maintenant. Donc c'est une stratégie que nous refusons, puisque finalement, elle est au détriment du revenu des planteurs. Et donc le fait d'échantillonner, y compris sur le haut du chargement, il pose un problème? Alors là, c'est un autre problème, c'est que finalement, le planteur est plus libre de charger comme il veut. Nous connaissons bien qu'il y a des problèmes au niveau des surcharges, voilà. Nous estimons que nous avons encore la liberté de remplir notre remorque comme nous souhaitons, quoi. Mais finalement, le gros point de blocage, ce n'est pas tellement celui-là, c'est qu'aujourd'hui, Tereos propose d'analyser les choux de canne des planteurs. Donc le chou, la canne, bon, c'est un petit détail technique, c'est qu'on a plus de sucre dans le pied de la canne, la base, et n'a quasiment pas de sucre dans les 10-15 cm à la fin de la canne. Donc bien évidemment, nous refusons qu'ils analysent ces échantillons-là, puisque nous estimons que la richesse est déjà suffisamment mauvaise et que notre revenu est déjà suffisamment faible pour que rajouter encore une couche et faire perdre encore un point de richesse. Ou me rappelle, un point de richesse, c'est l'équivalent de 5 € par tonne. Donc c'est beaucoup pour le planteur et nous ne pouvons pas accepter ça.
Alors, on a des négociations qui ont été engagées depuis plusieurs jours maintenant. Comme nous disions en début de l'interview, normalement, la coupe n'aurait dû commencer dans le bassin nord et ouest. Hein. Nord-Est. Nord-est, pardon. N'aurait dû commencer depuis lundi. Elle n'a pas commencé, justement, parce que les négociations n'ont pas abouti. Hier soir, on avait encore une réunion. Est-ce que vous avez une bonne nouvelle? Alors pour l'instant, pas de nouvelles, une volonté de travailler de notre part, puisque la nouveauté aussi, c'est que maintenant, en ayant gagné les élections en chambre, donc c'est la FDSEA et les JA qui est à la tête du centre technique. Donc nous a fait savoir qu'elle était hors de question de lâcher, et il peut même garantir aujourd'hui que nous avons déjà eu des réunions s'il fallait rentrer en conflit. Mais répète, moi les condamnés, Dominique Gigan les condamnés, nous la paye quasiment 50 000 euros d'amende depuis 2017 au profit de Tereos. Mais s'il faut aller au combat, moi c'est notre identité à fond. C'est un peu comme Astérix Obélix, on a l'envahisseur, c'est Tereos, et on a certains planteurs qui laissent les autres faire. Mais nous, on a toujours eu cette histoire-là au fond, de jamais ça nous marche sur les pieds, que ce soit par Tereos ou par n'importe qui d'autre. Donc nous avons pris la décision, s'il faut aller au combat aujourd'hui, malgré que nous avons déjà payé un prix qui est lourd, nous n'avons pas le choix. Il faut défendre nos agriculteurs et nous n'avons pas peur de Tereos. Donc nous préférons toujours une solution à l'amiable, nous des syndicalistes intelligents, constructifs. Il y a eu encore des réunions jusqu'à tard hier soir, peut-être une solution qui se dégage, mais s'il n'y a pas de solution, ne laissera pas nous faire. Me rappelle, parce que vous l'avez cité, hein, les combats, comme on dit, hein, les grèves précédentes, me rappelle rapidement qu'il a quasiment 2 ans, 3 ans même, hein, parce que c'était en 2017, quasiment jour pour jour, c'était en juin aussi, toujours la période de l'ouverture de la coupe. On avait eu un grand mouvement de planteurs, puisque les autres l'avaient resté 13 jours devant la préfecture avec les autres bandes d'engins agricoles, etc. Justement, c'était à l'époque de la renégociation du prix de la tonne de canne. Les autres l'avaient resté pendant 13 jours mobilisés, et effectivement, on avait eu à ce moment-là on va dire des échauffourées, etc. Et c'est là où il explique à nous qu'il y avait eu des condamnations qui avaient été prononcées à la suite de ça. Et là, donc Bruno Robert vous l'a bien précisé à nous que si jamais il n'a point de solution, vous êtes prêts à repartir au combat, ce qui veut dire qu'une nouvelle grève de la coupe est envisageable. Alors maintenant, peut-être sous la forme sera différente, puisque effectivement, il faut nous réfléchir aussi. Après, bon, on a une justice en France où ne peut pas non plus. Le syndicat était presque. Bien sûr, les jeunes agriculteurs étaient prêts à disparaître, hein, avec nous doit encore une certaine somme que nous n'avons pas encore pu régler. Mais il aurait fallu trouver une autre forme de bataille. Mais je pense que dans nos possibilités de réfléchir et d'appuyer à nous peut-être sur des élus, trouver d'autres façons de faire. Mais bien sûr, nous n'aurons pas laissé à nous faire et il faut toujours trouver des solutions. Mais finalement, au-delà de ça, Bruno Robert, où c'est un jeune agriculteur, on a 36 ans, les producteurs de canne, voilà. Est-ce que finalement, nous entendons depuis 2010, depuis un petit peu avant, mais surtout depuis 2017, nous dit finalement la filière canne-sucre, les condamnés. C'est une filière qui vit sous perfusion. S'il n'avait point les aides de l'Europe, qui s'est terminé d'ailleurs, s'il n'avait point les aides de l'Europe, s'il n'avait point les aides de l'État français, la filière n'aurait disparu. Et finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça, parce que quand il marche plus, il faut faire disparaître. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Non, on n'est pas du tout d'accord. Après, il est sûr qu'il y a des relations difficiles, mais moi, les planteurs de canne depuis 3 générations, c'est une filière qui existe depuis 200 ans. Et honnêtement, moi, j'ai fait mes études en agronomie. La canne a son rôle à La Réunion. Quand on voit les sols pentus, la canne retient les sols, fixe beaucoup de CO2. La canne aménage le paysage. Enfin, quand un touriste arrive, si La Réunion, c'est La Réunion, c'est parce qu'il y a de la canne aussi. Voilà. La canne. Mais est-ce qu'il rapporte vraiment encore aux planteurs? On a des inégalités, c'est-à-dire que les structures, l'agriculture, c'est ça, c'est qu'on a des petites structures, on a des grandes structures, on a des égalités, il faut toujours essayer de dégager un autre revenu. Mais ce que vous voulez dire, c'est à la fin, c'est le rôle le plus important de la filière canne, c'est que même il ne fait pas que de la canne, mais il fait aussi des légumes, comme la majorité des agriculteurs à La Réunion. Et les assurances, ils ne prennent pas en charge l'agriculture. C'est-à-dire que demain, un cyclone y passe, si m'a perdu mes 30 tonnes de tomates ou mes brinjelles ou mes pommes de terre qui ont été lessivées, moi, j'ai besoin d'une assurance. Et cette assurance-là, c'est la canne. C'est-à-dire que la canne résiste au cyclone, la canne résiste à la sécheresse. On peut avoir des pertes de revenus, mais on aura toujours un revenu minimum qui permet à l'exploitation de traverser les coups de dur. C'est-à-dire, la sécurité, c'est d'avoir plusieurs cultures sur l'exploitation. Donc, c'est vraiment ça le rôle de la canne. Donc, notre stratégie aujourd'hui, c'est de dire que ce n'est pas la canne le problème. Le problème, c'est que nous sommes tributaires d'un groupe international qui a tendance à prendre toute la plus-value et à laisser les miettes pour les planteurs. Donc c'est pour ça que nous engageons des chantiers, notamment avec la Chambre d'agriculture, demain de construire une nouvelle filière canne qui serait plus bénéfique pour la Réunion et qui serait plus bénéfique pour les planteurs. Et là, on a une discussion, mais je suppose que là-dessus qu'elle a été engagée avec l'industriel. Que ça tiré aussi d'azote là-dessus, Zot.
Alors, nous avons fait le pari d'aller sans l'industriel, donc sur ces sujets-là, mais nous avons fait le pari d'aller avec nos élus. Parce que finalement, le pouvoir aujourd'hui à La Réunion, c'est les élus, c'est le président de région, c'est le président de département, c'est le président des intercos, c'est l'État avec la ministre de l'Outre-mer, le ministre de l'Agriculture. Terros n'a jamais été ouvert à discuter sur ces sujets de allons faire évoluer, et il a toujours été dans le blocage. Donc, nous avons pris la décision, nous, d'aller avec nos élus pour construire autre chose. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de construire sur la filière canne? Ben c'est une innovation. La Réunion était exemplaire au niveau de la canne puisque la cogénération était inventée à La Réunion, c'est-à-dire d'avoir une centrale énergétique couplée à une usine sucrière qui fait des échanges de vapeur et qui produit et du sucre et de l'énergie. Nous, ce que nous engage aujourd'hui les planteurs avec la Chambre et avec les décideurs politiques, c'est quelque chose d'encore plus exemplaire. C'est que demain, nous sommes en train d'imaginer une usine de sucre bio, donc une petite usine, une petite structure dont les planteurs seraient propriétaires, seraient actionnaires, donc nous gagnerions et sur la matière première et sur le produit final, qui traiterait du sucre bio pendant une certaine période de l'année et qui serait valorisé toute l'année avec de la canne biomasse énergétique. Donc ça, c'est une question que nous avons posée au président de région qui a pris ses responsabilités avec le président de département. C'est-à-dire que, écoutez, nous sommes en train de faire du sucre qui est subventionné pour aller concurrencer le sucre du Brésil, le sucre de l'Inde, des gros producteurs avec lesquels on ne peut pas comparer nous. Et dans le même temps, on va dire nous que le charbon, c'est fini à Réunion, allons importer du bois d'Afrique ou du Canada. On dit, attends, on a quelque chose à faire là. Allons poser à nous la question, c'est la moindre des choses. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de faire du sucre peut-être haut de gamme, donc du sucre bio spéciaux à La Réunion, donc un marché de niche. Et dans le même temps, au lieu d'importer du bois, on pose à nous la question de produire notre biomasse localement. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant? Donc aujourd'hui, on a des travaux que l'on court, menés par la SPL Horizon, donc qui a compétence sur l'énergie. Et nous aurons la réponse dès octobre de l'analyse macroéconomique. Est-ce que de transformer cette filière canne en une filière canne énergie avec une partie sucre bio n'est pas plus intéressant que de continuer à subventionner la canne? Le dernier point. Moi, par contre, je défends l'idée que chaque euro qui rentre à La Réunion, c'est un euro qui est intéressant pour les Réunionnais. Parce que nous, encore en retard sur la métropole, on a besoin de développer nous. Par contre, chaque euro que ça économise sur les filières canne va permettre à nous d'aller vers l'autonomie alimentaire et de développer encore plus les filières de fruits, de légumes, de viande. Bon, aujourd'hui, nous sommes quand même exemplaires. Nous l'avons vu avec le Covid. Nous avons pu traverser cette crise sans mourir de faim, même s'il y a eu quelques difficultés. Mais nous pouvons viser les 95% d'autonomie et il ne faut pas nous priver de viser ça. Juste un petit retour par rapport à l'échéance que vous avez donné à nous, que vient de donner à nous. On a dit à nous en octobre, normalement, les études sera faites sur une transformation en profondeur de cette filière canne. Il a dit, elle est bon, on peut démarrer sur ce nouveau projet. Combien de temps pour mettre en place, à peu près? Alors, on est quand même sur des petites structures. On va parler, nous vise pas non plus de transformer toute la filière canne, parce que, comme on l'a dit, c'est une filière qui a 200 ans. Il concerne aujourd'hui 3000 planteurs, donc on a quand même une petite part de risque quand ça va sur de l'innovation. Donc, nous sommes sur des projets un peu expérimentaux, des projets pilotes, mais l'horizon est très moyen terme, c'est-à-dire que quand on a une décision politique qui dit on y va, dans les 2 ou 3 ans, l'unité peut sortir de terre. Et vous êtes plutôt optimiste justement sur cette volonté politique de sortir de l'ornière? Moi, je pense que quand on engage près de 500 000 euros sur une étude, le but c'est d'aller au bout. Donc voilà, c'est encore, ne fait pas des études pour faire des études. Si nous faisons des études, c'est pour concrétiser les projets. Et en tout cas, après aujourd'hui, si mes engagements peut-être encore plus aussi, c'est pour mettre toutes les chances de notre côté pour demain pousser vers une transformation de La Réunion positivement. Bruno Robert, la convention Cannes telle que nous connaissons aujourd'hui, il finit quand ça normalement? Alors, la campagne prochaine 2021 est couverte, mais par contre pour la campagne 2022, donc il faudra repasser à la table des négociations et évidemment que nous serons présents et que nous travaillons déjà pour 2022, puisque ça reste quand même une priorité. Notre priorité, c'est les 3000 planteurs et nous connaissons qu'une transition filière canne ne sera pas du tout au rien. C'est une transition qu'il faudra faire sur 6-10 ans. Et donc, là où il aborde le sujet à l'instant, on l'a dit à nous comme ça, il est possible aussi pour la Réunion d'être autonome du point de vue agricole, à hauteur de 80%, 90% même, peut-être, voilà. Comment on envisage ça? Parce que pour l'instant, nous, on est loin du compte quand même. Effectivement, on l'a dit pendant la période du Covid, on ne doit pas mort de faim, mais il est vrai qu'on avait quand même pas mal de produits qui viennent de l'extérieur. Comment on imagine, quoi il faudrait mettre en place pour arriver à cette quasi-autonomie, justement?
Alors bon, déjà maintenant c'est un objectif prioritaire, hein. Donc avec le département qui a la compétence agricole, on a un document stratégique qui a été élaboré avec l'ensemble des partenaires, c'est le document AgriPays. La Chambre aussi a son plan de bataille et cette question de l'autonomie, enfin de la sécurité alimentaire, c'est une priorité. Comment on fait? Ben, les très simple. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement quand même assez concurrentiel, hein. Autour de nous, on a des pays comme l'Inde, la Chine qui écrasent les coûts de production. Il faudra quand même une sensibilisation des consommateurs parce que le problème, c'est quoi? Mais prends l'exemple de l'oignon. En temps normal, l'oignon importé et le commerce est libre. En France, il n'interdit pas quelqu'un d'aller chercher un produit ailleurs pour le mettre sur le marché, le commerce est libre. Donc, la personne, ça cherche des produits en Chine où c'est des produits, peut-être la qualité est assez douteuse, avec des salariés, ne connaît pas à quel prix les payer. Enfin, si, nous connaît, les payer beaucoup moins cher qu'un salarié français et donc réunionnais. Et ce produit, il arrive à La Réunion moins cher de 15, 20, 30% que le produit local. Et le problème, si nous essayons de produire et que nous mettons en face notre oignon réunionnais, le consommateur il dit à nous, les agriculteurs sont les voleurs parce que vous n'êtes pas faire le même prix que l'oignon chinois, ce qui est quasiment impossible. Donc vous achètez l'oignon chinois. Et ben nous, si nous n'avons pas le marché et que les consommateurs achètent l'oignon de Chine, ben nous ne pouvons pas produire l'oignon pays. Donc on aura une réflexion sur cette question, ben, comment nous compense pour permettre aux agriculteurs d'arriver au même niveau de compétitivité que l'oignon importé. Mais après, il faudra aussi une grosse sensibilisation des consommateurs de dire que le prix c'est quelque chose. Mais à La Réunion, il faut que les gens y travaillent parce qu'on a déjà 30% de chômage. Et si les gens ne travaillent pas, ben c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, moi, vu les chiffres sortir, on a 4 Réunionnais sur 10 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le vrai problème, ben, c'est notre taux de chômage. Et c'est en achetant des produits de l'extérieur que nous favorisons pas l'emploi local et ben, que nous amplifions ce problème de chômage et de difficulté de notre territoire, La Réunion. Mais alors justement, Bruno Robert, hein, le bon savant, il dit, ah, ça, c'est la quadrature du cercle, parce que là, effectivement, l'agriculteur, l'Ivan, il est confronté à des coûts de production plus élevés que dans les pays importateurs. Exportateur, pas pays dehors alors. Exportateur, vous êtes importateur. Voilà, il est confronté à ces coûts de production plus élevés. Le monde avec 4 rayonnés sur 10 pratiquement qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, comment ça explique cette personne-là, le rayonné? Ou comment ça explique à lui, il faut acheter votre kilo d'oignons pays à 1,50 € alors qu'il peut acheter à 99 centimes ou à 95 centimes? Comment on peut expliquer à lui ça? Chacun fait son choix, pareil, le consommateur est libre d'acheter le produit que. Mais je veux dire, c'est qu'il n'y a pas les moyens surtout. C'est même pas une question de choix, c'est qu'il y a effectivement ce choix-là, parce que de toute façon, il n'y a pas les moyens. Nous aussi, ce que nous dit, c'est que demain, notre agriculture, elle est quand même un modèle de compromis. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, certains ils poussent juste sans marché. Nous avons un marché pour du bio, mais nous avons aussi une réalité en face que c'est peut-être pas nous, les agriculteurs, de 300, 400 euros par mois. C'est pour ça que nous faisons encore quand même du poulet industriel. C'est pour ça que quand nous produisons, nous avons quand même voilà, une agriculture qui est un mix entre l'agriculture chinoise, peut-être qui est quand même de qualité, mais nous ne sommes pas non plus uniquement sur des produits qui sont très chers. Après, un autre sujet que nous porte, c'est les intermédiaires. Aujourd'hui, la Chambre il porte beaucoup les circuits courts parce que les circuits courts, ils permettent aux consommateurs qui ont des difficultés de pouvoir d'achat d'acheter en vente directe. Mais donne l'exemple, quand nous vendons une tomate, un kilo de tomate 50 centimes, si nous passons par un circuit long, c'est le double que le consommateur va payer, c'est 1 euro. Tandis que si le consommateur achète directement avec l'agriculteur, n'a pas d'intermédiaire, il peut acheter le produit au meilleur prix. Donc c'est pour ça qu'on a une politique forte de marché de producteurs, de magasins de producteurs, de livraison de panier, de vente directe. Mais après, le consommateur fait son plus cher. Peut-être qu'il fait vivre la caissière, il fait vivre, voilà, c'est son choix. Mais nous voulons une diversité pour permettre à tous les Réunionnais de pouvoir bénéficier de nos produits. Et justement, Bruno Robert, on avait eu toute une politique qui avait été développée, si nous pouvons faire le point là-dessus, notamment en disant les entreprises, favoriser la production locale. Où on en est de cette politique? Alors, pareil, c'est un objectif de l'AgriPays. Sur la restauration scolaire, c'est le même problème que je viens d'évoquer, hein, c'est-à-dire que mais crois que le parent il paye 2 euros sur un repas qui coûte 7 euros et c'est des marchés, c'est des équations que assez complexes à résoudre. Mais malgré tout, il y a eu une loi, la loi Egalim au niveau national, qui demande aujourd'hui de mettre des produits locaux, des produits bio dans la restauration scolaire parce que l'éducation, ça passe par l'école. Et le bien manger aujourd'hui, c'est une priorité. Donc effectivement, c'est une bonne loi. Mais maintenant, il faut travailler pour réussir peut-être à travailler sur le gaspillage parce que nous connaissons aussi qu'il y a beaucoup de gaspillage dans la restauration scolaire. Voilà. Mais en tout cas, c'est un sujet qui aujourd'hui est travaillé, que ce soit par la région ou par le département. On participe à énormément de travaux sur ce sujet-là. Et
Bien sûr, mais je crois que l'objectif de la loi, c'est en 2021 ou 2022. Nous n'aurons pas le choix. Il faudra des produits locaux et des produits bio dans la restauration scolaire. Et on a déjà des résultats. Par exemple, ici, la convention Volaille Pays entre les éleveurs de poulets de la Réunion et certains maires, où le maire achète, met dans sa restauration scolaire des produits, des poulets réunionnais. Et en contrepartie, l'éleveur fait visiter son exploitation agricole aux enfants pour qu'il y ait un lien qui se crée. Donc ce genre de démarche-là, nous les refont dessus et c'est en train de se développer. Alors Bruno Robert nous la promet à nos internautes qu'on va répondre à d'autres questions. Donc là, m'y retrouve Margot avec une première série de questions. Margot? Oui, alors je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, Bruno Robert, concernant justement les produits importés. On a un internaute ici qui rebondit justement en disant qu'il lui préfère acheter importé plutôt que les produits locaux parce qu'il voit justement des différences de prix, contrairement à ce que vous disiez en disant que sur certains produits, alors il ne précise pas lesquels, mais les produits locaux sont encore trop chers. Comment faire justement pour arriver à une égalité de prix comme ça qui puisse pousser les gens peut-être à consommer davantage local? Honnêtement, pour concurrencer les Chinois, ou par exemple les élevages de porcs, c'est dans des immeubles de 3 étages, avec voilà, de la main-d'œuvre qui est exploitée et tout, ne gagnera pas. Donc après, il faut, plutôt que chercher le prix plus bas, nous ce que nous propose, c'est de chercher le prix juste. Il y a une différence entre le prix juste et le prix plus bas. Mais c'est un exemple que l'est en dehors de l'agriculture. Demain, si nous savons moins cher, personne ne travaille plus à la Réunion. Mais prends l'exemple des centres d'appel. Avant, c'était des Réunionnais que tu reprends au centre d'appel. Les entreprises la délocalisé ce centre d'appel à Maurice pour avoir moins cher. Donc, c'est cette réflexion-là qu'il faut bien comprendre aujourd'hui. Si le but, c'est de faire moins cher, les Réunionnais ne travailleront plus et nous aura toujours un Mauricien, un Malgache, parce que le monde est comme ça, on a des inégalités, qui travaillera, qui sera capable de fournir quelque chose moins cher que nous. Après, chacun prend ses responsabilités. Aujourd'hui, on a quand même la liberté, la conscience d'acheter ce que nous veut. Mais aussi, le problème de la Réunion, c'est notre taux de chômage. C'est pour ça que nous sommes en retard sur la métropole. C'est peut-être pas parce que le prix est plus cher de 10 centimes ou de 15 centimes sur un kilo de quelque chose. C'est vraiment parce que nous avons 30% de Réunionnais qui doivent vivre, qui doivent débattre avec 400 € par mois. Et moi, en tout cas, c'est ma priorité, c'est de défendre les 7000 emplois de l'agriculture. Et voilà, nous n'avons pas d'autre solution. Et vous le disiez très justement, c'est difficile de dire à des gens qui ont peu d'argent, allez-y, choisissez plutôt la qualité que le prix le moins cher possible. Alors comment est-ce qu'on peut valoriser les produits locaux? Est-ce que ça passe par une meilleure campagne de communication peut-être? Comment est-ce qu'on peut valoriser vraiment le circuit court, vous en parliez tout à l'heure, et le produit local? Oui, voilà, effectivement, nous comprenons qu'on a un budget, la famille veut aussi sortir le week-end, voilà, c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que quand la différence est minime, et souvent la différence est minime, hein. Sur du poulet par exemple, nous on a des fois des différences de 10 centimes le kilo. Mais malheureusement, on arrive tellement focalisé sur ce prix-là que nous ne regardons même plus l'écart et nous ça va toujours au moins cher. Il y a des études qui ont été faites en GMS où on demande aux consommateurs grande et moyenne surface. Est-ce qu'ils consomment le produit local. Ils disent ah oui, mais consomment le produit local, c'est voilà. Et quand on sort à la caisse, on retrouve la même personne, on regarde ce qu'il a acheté, ils disent non, mais achète forcément toujours ce qui est toujours le moins cher. Donc c'est une réalité. Donc nous voilà, une partie communication pour sensibiliser sur cet aspect-là de l'emploi local. Mais malgré tout, comme on l'a dit, il n'empêche pas nous de construire notre modèle agricole pour viser le prix le plus juste, le plus intéressant, parce que nous avons conscience que le consommateur réunionnais, il a quand même des revenus qui permettent pas d'acheter des produits hors de prix. Alors sur les produits plus précisément, on a des gens aussi qui nous parlent des produits, des fruits qui n'ont pas la même qualité qu'avant. On l'a remarqué, on en parle depuis quelques temps, notamment sur les ananas. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et comment on peut expliquer comme ça qu'on ait des produits qui perdent un peu de leur qualité et qui peut-être donnent moins envie d'être achetés, des produits qui pourtant font aussi la réputation de la Réunion. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut expliquer peut-être par la mouche des fruits, par des causes naturelles? Si, m'explique. Donc l'agriculture, depuis, j'ai fait ma formation depuis 14 ans, ma partie ici à l'école Saint-Paul en agronomie, c'est ma passion. Et quand on fait de l'agriculture, il dit on travaille avec du vivant. Que ce soit éleveur, que ce soit maraîcher, que ce soit cagnier, la plante, l'animal avec lequel on travaille, c'est du vivant. Donc comme nous, il peut tomber malade, il peut être soumis à des agressions, les soumis à des agressions, des attaques. L'ananas, on est bien conscient du problème aujourd'hui. C'est un champignon donc, qui est en train de se développer et qui cause le problème de la tache noire de l'ananas. Donc quand on achète des ananas, et souvent c'est la saison.
Parce qu'aujourd'hui, pareil, c'est peut-être un défaut, nous fait de l'ananas toute l'année, alors que sa saison, c'est plus en fin d'année. Mais en fin d'année, ben, on a trop d'ananas et les prix chutent, et donc les producteurs ben, et la demande a souhaité des ananas toute l'année. Mais ça est valable sur tous les produits, la mouche des fruits. Ben, elle a impacté la qualité de nos mangues, de nos ananas aussi, enfin de tous nos fruits et légumes. C'est vraiment un gros problème, cette Bactrocera dorsalis. Elle pique vraiment tous les produits. Donc, c'est pour bien expliquer, la qualité, nous les agriculteurs, mais c'est un métier extrêmement compliqué. Chaque jour, nous avons un nouveau parasite qui arrive, le varroa sur les abeilles, la Cercosporiose du bananier. Enfin, les gens, le consommateur, mais comprend, ils disent, on ne va pas savoir ça, ça doit être un produit le moins cher possible, de la meilleure qualité. Mais il faut comprendre que le métier que nous avons choisi, c'est un métier extrêmement compliqué. Et encore une autre difficulté, c'est que, m'a dit tout à l'heure, nous travaillons sans assurance, sans filet de sécurité. Donc, le stress est vraiment très fort chez les agriculteurs, puisque on peut tout perdre du jour au lendemain et n'a pas personne pour rattraper. Donc c'est vraiment que les gens comprennent que c'est un métier n'est pas facile. Jardinier c'est quelque chose, ils ne poussent pas, tant pis, mais quand l'agriculteur professionnel ou des enfants, ils mangent parce qu'on était capable de sortir un fruit, un légume, du sucre, un produit agricole, mais tous les jours nous fait face à des difficultés. Je me permets juste de rebondir sur la mouche des fruits, puisque c'est un sujet dont on parle énormément. On avait parlé d'une nouvelle technique pour essayer de les capturer, pour essayer de s'en défendre. Où on en est de ces nouvelles techniques? Est-ce qu'il y a des choses qui surgissent encore, auxquelles on pense, des nouvelles choses aujourd'hui? Alors ben, pour l'instant c'est compliqué, hein, parce que ce sujet-là, il faut quand même une recherche fondamentale derrière. Donc le CIRA, des organismes de recherche travaillent à des solutions. Mais aujourd'hui, nous on avait un peu d'avance puisque la lutte intégrée c'était une priorité. Hein. Donc on a eu le projet Gamour où vraiment la première mesure c'est de ne pas laisser la mouche proliférer, c'est de ramasser les fruits et légumes qui tombent par terre. On a aussi eu une certaine part de piégeage des mouches. Voilà, on a quand même quelques solutions. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant on n'intervient pas chimiquement. Et malheureusement, les dégâts et les pertes économiques sont importantes pour toutes les filières. Alors, juste avant de retrouver la nouvelle série de questions des internautes avec Margot, mais me rebondit justement sur cette question de Zanana, là. Et donc là, on vient de dire, hein, nous autres, ils ne traitent pas chimiquement, etc. Là, beaucoup de monde nous dit, ah oh non, bah, si, justement, ils traitent chimiquement. Et d'ailleurs, ne serait-ce que le problème des ananas, il dit, oh, comme ça, ils récoltent les ananas, la veille, les verts, le lendemain, quand ils arrivent sur le marché, les jaunes. Donc, il y a un problème. Donc, voilà, ça d'une part. Et plus largement, et tout à l'heure, où tu causes par rapport à l'élevage de poulets, etc., machin. Est-ce que Napois, finalement, nous l'a oublié en chemin, les agriculteurs comme le consommateur, l'a oublié l'exigence de qualité, ben nous mange, comment le créole il dit, volaille de l'eau, la chair tombe tout seul, zanana il mûrit en une nuit, tomate n'a plus le goût, en même temps il veut tomate toute l'année, il veut zanana toute l'année, il veut tout à l'heure il veut litchi toute l'année. Comment il faut faire en sorte de ça justement? Ben il revient à l'éducation. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Effectivement, aujourd'hui, il faut bien comprendre. Nous, dans la mondialisation, on l'a vu, dès qu'on sort de confinement, McDonald's rouvre, tout le monde y court. Comprends? Quand on y voit ça, même visiter les graves, même la question du riz. Le riz il est devenu notre habitude alimentaire. Et c'est pour ça que nous, à la Chambre, avec le département aussi, nous engage des travaux. Les patates douces, les maniocs, les cambas, nous voulons remettre ça au goût du jour, avoir une alimentation équilibrée. Et sur ces produits-là, on n'a pas besoin de traitement, c'est des produits sous la terre, ça il pousse tout seul la Réunion. Mais malheureusement, le consommateur, c'est lui qui dicte à nous ce que nous devons produire. Et voilà. Et sur le poulet, après pareil, les gens, ils vont manger un poulet pays, peut-être le dimanche, une fois par mois en famille, qui coûte plus cher au kilo que le poulet de batterie ou le poulet. Le poulet, c'est même pas souvent du poulet de batterie, hein, c'est du poulet qui sort du Brésil. Donc aujourd'hui, critiquer notre modèle, qui est un modèle de compromis, alors que la majorité du poulet sort du Brésil, transformé en République tchèque pour gagner le tampon européen, et ils rentrent la Réunion uniquement les ailes et les pilons, parce que là-bas, ils ne mangent que le blanc, et tout le reste, se dégage pour nous, l'outre-mer mange ça. Voilà, il faut toujours trouver des compromis, mais ce qui est sûr, c'est que nous, à la Chambre, nous veut que ces cultures identitaires comme la patate douce, le manioc, qu'elle est très bon en plus pour la santé. Moi, je fais du sport et les sportifs, ils disent ils mangent de la patate douce. La glycémie, au niveau du poids, au niveau de tout ça, les meilleurs. Mais quand on est une société où ils servent Burger King, McDonald's, voilà, et les gens ils bousculent, ils font une heure de queue pour avoir un Big Mac. Bon, là, Miguel ne peut dire rien, il faut. Enfin, si, Miguel dit quelque chose. Il faut nous revoir l'éducation dès l'école, dès la cantine scolaire. Alors, toujours dans cette idée de circuit court, de proximité, de produits locaux, il y a aussi une personne, donc ici Françoise, qui nous interroge sur le contact direct avec les producteurs, comment être mis le plus facilement possible en contact avec eux
Et j'y pense ici, il y avait eu un moment par la Chambre d'agriculture l'idée de lancer un QR code, un petit code qu'on flash avec le téléphone dans les marchés pour avoir directement les coordonnées, l'adresse, le numéro de téléphone du producteur. Est-ce que concrètement ça marche? Est-ce que ça a été lancé déjà? Dans combien de marchés? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment? Est-ce que c'est adapté à tous les âges? Parce que vous le savez bien, tout ce qui est smartphone, etc., ça ne marche pas avec tout le monde non plus. Est-ce que c'est une technique qui peut fonctionner, ça? Oui, c'est une idée qui est pas mal, mais enfin, moi je ne suis pas jamais expérimenté, mais c'est vrai que c'est une bonne idée. Par contre, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, il y a un fossé qui creuse entre le monde rural, parce qu'avant la Réunion, tout était rural. Enfin, nous étions une île agricole à 100%. Aujourd'hui, nous voit bien la démarcation. Nous avons les villes et nous avons la campagne, les écarts. Mais il y a eu un fossé que l'a creusé entre tout le monde descend un peu dans l'agriculture aujourd'hui, mais au bout de 3-4 générations, les gens ont peut-être oublié, voilà. À force de vivre dans l'immeuble. Voilà, et la chambre, nous avons un petit livret d'ailleurs qui est sorti post-Covid pour tirer les enseignements de cette crise-là. Et ce sujet-là, de recréer du lien entre le consommateur, la personne qui habite dans l'immeuble et le monde rural, c'est une priorité. Et sur la question d'ouvrir les exploitations, ça sera fait. Nos services de communication à la Chambre sont en train de monter le projet. Tout à l'heure, c'était l'exemple de Volaille Pays avec du scolaire qui fait des visites chez les agriculteurs. Et demain, n'importe qui pourra venir sur une exploitation et vraiment voir comment nous travaillons, ce que nous produisons. Parce qu'elle est facile aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est comme la Coupe du Monde. Tout le monde veut faire sa sélection. Ou habite en ville, me connaît l'agriculteur, c'est quoi ses contraintes, comment il travaille. Bon, elle n'est pas vraie. Moi, je ne connais pas le travail de journaliste. Les autres connaissent le travail, mais connaissent mon travail d'agriculteur. Mais par contre, ils peuvent venir chez eux échanger et les autres peuvent venir chez moi échanger. Donc, sur l'agriculture, ce sera fait. Notre service com l'est dessus. Et par le biais de notre page Facebook, tout le monde sera au courant comment nous va organiser tout ça. Alors on va changer un petit peu de thématique. Ici, on a plusieurs questions qui sont évidemment très importantes sur les jeunes, plus précisément. Donc c'est votre domaine, vous êtes bien placé pour en parler. Qu'est-ce qu'on fait pour installer les jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'agriculture, qui n'ont pas de terre, notamment pas d'exploitation? Comment on fait pour les accompagner, pour les encourager? Et puis avec quelle échéance aussi? Est-ce que du coup aujourd'hui un jeune peut se dire j'ai envie de me lancer dans l'agriculture et je peux être confiant? Qu'est-ce que vous avez à dire à justement ces jeunes qui ont envie de se lancer aujourd'hui? Il faut beaucoup de courage parce qu'elle est quand même assez compliquée. Mais vient tout de suite sur la problématique foncière, puisque hier encore, on était à une réunion où beaucoup de jeunes disaient voilà, il n'y a pas de foncier. Et c'est une réalité. À La Réunion, le foncier, la politique, c'est ne vendre pas, ne donne pas. Parce que le foncier, ça a des perspectives de déclassement derrière, pour des fonciers que l'on en friche, on a des retraites agricoles qui sont faibles, donc les agriculteurs préfèrent travailler jusqu'à 70 ans que transmettre. Enfin, nous avons une grosse problématique foncière à La Réunion. La SAFER qui est décriée aussi, parce qu'aujourd'hui, effectivement, quand un terrain est mis en vente à la SAFER, en rétrocession, pour une parcelle, on a 12 candidats. Donc, on a toujours un que les heureux et on a 11 que les malheureux. Moi, aujourd'hui, président des jeunes agriculteurs, moi, j'ai dû batailler pendant 5 ans, parce que je me rappelle, m'a été salarié avant d'être agriculteur, puisque je n'ai pas eu la chance d'avoir suffisamment de foncier à l'origine pour pouvoir être agriculteur. Donc, m'a pris 5 ans pour trouver une parcelle. Mais la meilleure solution, ça reste le bouche à oreille, donc de trouver un agriculteur qui est d'accord pour céder. Mais malheureusement, cette problématique foncière, il fait pas mal de déçus. Nous propose des solutions. Aujourd'hui, nous propose de taxer les terrains en friche. Nous propose que des terrains en friche les plus déclassables. Parce que voilà, pour enlever cette perspective que demain, nous pouvons être riches avec du foncier. Mais malheureusement, il ferme quand même pas mal les portes. Et il faut être honnête. Aujourd'hui, pas n'importe qui veut faire une reconversion professionnelle, y arrive et il va espérer trouver du foncier. C'est quelque chose qui est vraiment très, très difficile. C'est un métier qui souvent transmet de génération en génération. Moi, comme il dit, il fait 3 générations et comme mon papa l'a transmis, il a transmis à 2 enfants. Donc, nous voyons bien que les enfants d'agriculteurs, ils veulent rester dans le métier parce que, comme on m'a dit, 30% de chômage. Je veux pas aller Québec ou bien métropole, moi attaché à ma terre réunionnaise. Donc, mes parents là, enfin, moi, travaillent. Donc voilà, c'est une chance. Et demain, mes enfants, pareil, je peux transmettre. Mais malgré tout, chacun a sa chance. On a déjà vu des gens qui viennent d'autres métiers, qui n'avaient pas de foncier, et que là, a eu ce petit coup de chance-là pour pouvoir rentrer dans le métier d'agriculteur. Mais Bruno Robert, connaissant La Réunion comme n'importe quelle terre, elle n'est pas extensible. Donc voilà, nous, là, c'est le petit bout de terre que nous avons là, globalement. Connaissant aussi les besoins en matière de logement, construction de logements, etc. Forcément, on va finir par impacter sur le foncier agricole, forcément. Enfin, je ne vois pas très bien comment il pourrait changer. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Oui, bien sûr. Après, aujourd'hui, moi, parle de la taxation des terres en friche, c'est parce qu'on a 8000 hectares de terres en friche aujourd'hui à La Réunion. La canne, c'est 24 000. Le reste des filières agricoles, c'est 20 000 et quelques. Donc, 8 000, c'est significatif. Donc, il faut vraiment que les décideurs politiques, mais on revient souvent à ça, parce que c'est ça qui a les clés. Nous, notre rôle de chambre consulaire, de syndicat, c'est d'alerter, de proposer, mais le décideur, c'est lui qui décide. Et aujourd'hui, est-ce que nous pouvons accepter qu'on a des gens qui ne travaillent pas et qui recherchent de la terre et il y en a un certain nombre de personnes qui laissent le terrain en friche, qui fait une autre activité et qui dit laisse là, peut-être un jour le maire va tourner, il va déclasser, mais il sera riche ou bien il va construire. Enfin, il faut prendre le problème à bras le corps. Après, la canne aussi joue son rôle, c'est un rôle tampon. 24 000 hectares aujourd'hui dans le pays nous propose et nous va faire de prendre 1500 hectares pour faire plus de légumes, plus de fruits, plus. Et la canne a son rôle, enfin, c'est un réservoir pour assurer la sécurité alimentaire. Donc, oui, je pense que nous avons encore de la marge, mais par contre, il faut aussi faire des choix raisonnés. Comme il voit des parkings à La Réunion, sur les meilleures terres agricoles de l'île, où ben, il ne prend même pas la peine de monter sur 3 niveaux et qu'il gaspille les meilleures terres comme si, voilà, une fois que les bétonné, hein, nous revient un peu en arrière. Donc, la protection du foncier, c'est aussi une priorité. Et quand on est agriculteur non industriel, c'est une question qui est posée aussi ici, comment on fait pour réussir à percer? Parce que les aides, c'est pareil, ne sont pas extensibles non plus. Oui, bah aujourd'hui, notre modèle, je pense qu'il prend en compte toutes les structures agricoles. Hein. Notre surface moyenne, c'est 6 hectares à La Réunion. Donc, nous, les forcément, nous, les des petits agriculteurs, en métropole, moins de 100 hectares, on ne devient pas agriculteur. Donc, nous avons vraiment un modèle d'exploitation familiale. C'est-à-dire que nous avons très rarement des exploitations qui font appel à de la main-d'œuvre extérieure. C'est généralement l'agriculteur, sa femme ou l'agricultrice et son mari, parce que maintenant, on a beaucoup de femmes, les agricultrices, et Mitya Zot encore le chapeau, ma vice-présidente, les agricultrices. Et voilà, après, on a des gens aujourd'hui qui veulent porter des projets sur 1 hectare. Moi, je me dis oui, pourquoi pas, sur de la diversification, du bio, il est possible sur 1 hectare de réussir. Et justement, bah, c'était l'enjeu hier. Hier, on était à un séminaire bio organisé avec les départements où nous sommes en train de construire le prochain, nous sommes en train de prendre les idées du terrain pour construire le prochain programme européen pour accompagner les agriculteurs. Donc, ben, cette question des petits agriculteurs qui font du bio, qui font de la proximité, ben, mais répète, c'est une priorité de la Chambre d'agriculture et des syndicats aujourd'hui. Alors, on a une question ici aussi sur les jeunes agriculteurs et la façon dont ils fonctionnent. Quelle légitimité pour les jeunes agriculteurs aujourd'hui, sur notamment la façon dont vous organisez. Apparemment, c'est une personne qui ici a quelques reproches à vous faire et voudrait avoir des explications. Pourquoi aucun âge limite n'est mentionné dans les statuts? Pourquoi les administrateurs ne sont pas vraiment élus mais plutôt désignés? Justement, ici, on vous donne le droit de réponse. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'effectivement, il y a des petits problèmes d'organisation? Comment justifiez-vous les statuts aujourd'hui? Et puis aussi, pourquoi les conseils d'administration sont convoqués trop tard? Bon, là, c'est Ibrahim qui pose la question. Bon, effectivement, comme toute structure, on peut avoir des gens qui ne sont pas satisfaits. Mais je répète, adhérer à un syndicat agricole, c'est un choix. Aujourd'hui, il y a le choix à La Réunion. Au contraire, peut-être qu'il y a trop de choix. On a la CGPE, l'UPNA, le mouvement des paysans solidaires, les jeunes agriculteurs, la FDSEA. Enfin, voilà. Après, nous, on a notre fonctionnement. Il faut comprendre que le temps qu'on donne au syndicat, comme le temps qu'on donne à l'agriculture, à la chambre d'agriculture, ben c'est du temps personnel. Chez GIA, il n'y a pas d'indemnité. Quand on va à un conseil, quand on travaille pour le syndicat, c'est toujours fait de façon bénévole pour s'engager pour sa profession. Après, qui n'ait pas le professionnalisme de grosses structures, on accepte. Par contre, moi, ce que je mets en avant, c'est qu'on a toujours eu le cœur et que quand les agriculteurs ont eu besoin de notre syndicat pour aller en première ligne, pour défendre notre revenu, pour défendre nos familles, et ben nous assurons répondre présent. Et aujourd'hui, Jeunes Agriculteurs, c'est un syndicat qui fonctionne très bien. Nous avons près d'une quinzaine d'administrateurs autour de toute l'île et qui a toujours su répondre présent, malgré qu'une exploitation d'un jeune est toujours plus facile que l'exploitation de quelqu'un qui a 20 ans derrière, qui a son salarié, qui a sa routine. Donc voilà. Donc moi, encore une fois, je tire mon chapeau à tous ces jeunes qui engagent ça. Après que c'est une question de statut ou quoi que ce soit, qui peut avoir que n'est pas bien cadré, bon, nous acceptons. On a peut-être le temps pour une dernière question, Nadia. Une question ici qui porte sur le glyphosate. C'est un sujet qui est très important aussi, également à La Réunion, vous êtes bien placé pour le savoir. Ici, cette personne vous redemande quelle est votre position sur le glyphosate, comment on peut faire pour s'en détacher, puisqu'on sait La Réunion est le troisième consommateur, il me semble, de glyphosate en termes national.
Donc ici, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en détacher? Est-ce qu'il faut au contraire garder en tête que ça reste important aujourd'hui comme utilisation pour les agriculteurs? Est-ce qu'on peut vraiment s'en défaire? C'est compliqué pour les agriculteurs de La Réunion de faire sans. Donc quelle est votre position là-dessus et comment est-ce qu'on peut remplacer le glyphosate petit à petit? Alors c'est un sujet là aussi un peu technique, donc le glyphosate est décrié, donc voilà, nous accepte, c'est pas une compétence de La Réunion, hein, c'est une compétence de l'État, des agences sanitaires européennes, donc bon, nous laisse les autres faire le travail, probablement que la molécule sera supprimée. Nous est toujours dans une démarche de progrès. Dans une problématique, il faut trouver une solution et peut-être qu'il peut permettre à nous d'être mieux. Donc, il disait, il y a noté sur un séminaire bio parce qu'avec le département, nous lance le grand plan bio. Le plan bio du département, c'est quoi? C'est de doubler la production de produits bio à La Réunion parce que là, l'éclair, le marché il est là et en termes d'environnement, c'est un plus. Nous l'est aussi l'équipe, les jeunes agriculteurs et la FDSA qui lance la conversion de la canne bio. Donc ça, là aussi, c'est un sujet qui est lancé, où nous avons pris un cabinet d'études qui est en train de travailler dessus, où la Chambre est en train de lancer des expérimentations, où nous appuyons sur des agriculteurs comme Clément Dubar, comme Philippe Lucas, qui ont déjà de l'expérience, qui font déjà de la canne bio depuis longtemps. Donc effectivement, dans la canne bio, le glyphosate, nous n'aura pas besoin, et s'il a été fait, c'est que voilà. Après, il y a aussi cette image que la canne a toujours été décriée, mais malgré tout, c'est une culture qui n'utilise pas beaucoup de pesticides. Il utilise par rapport aux surfaces cannières, qui est beaucoup plus importante que le maraîchage ou les fruits, mais n'a une seule intervention chimique dans la canne par an, 1 à 2 interventions. C'est une culture que pendant 8 mois de l'année, les feuilles ferment et où il n'y a pas besoin de rien. N'a point de champignons, n'a point de problème d'insectes. La seule chose à maîtriser, c'est les mauvaises herbes. Nous, là, on passe aujourd'hui de travailler sur cette problématique des adventices, des mauvaises herbes dans la canne. Donc, le glyphosate, je pense que nous allons réussir à répondre à cette problématique-là. En tout cas, nous, les volontaires. Mais après, voilà, sur le sujet même du glyphosate, ça reste une compétence de l'État et de l'Europe. Mais en tout cas, nous ne sommes pas pessimistes, nous toujours dans une démarche de progrès. Pour continuer justement sur ce sujet des pesticides et du bio, Nademoun il dit comme ça, de toute façon sur un territoire aussi petit que La Réunion, la fine fan tellement de pesticides un peu partout, la terre l'empoisonnée. Donc le fait de faire, empoisonné par les pesticides bien sûr, donc faire du bio c'est un petit peu une utopie. Le légume, même s'il a son label bio ou par ici ou par là-bas, c'est pas parce que pendant 2 ans ou 3 ans où il n'a pas fan de pesticides que la terre n'est pas empoisonnée, que le fruit n'est pas empoisonné. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Là pareil, c'est de la communication. Et si mais là peut-être c'est pour communiquer aussi. Absolument. Donc aujourd'hui, déjà, même sur le conventionnel, on a quand même des agriculteurs et des professionnels. Comme m'a dit, il m'a fait 5 ans d'études pour faire mon métier. Et comme il fait 5 ans d'études, c'est pour permettre à moi de ne pas faire n'importe quoi avec ma terre qui est mon outil de travail. Sans terre, un agriculteur, il ne produit rien. Donc déjà, nous avons un très grand respect, profond respect de l'environnement. Sinon, nous ne sommes pas agriculteurs, surtout dans notre modèle d'agriculture familiale. Ce que les gens ont du mal à comprendre dans le bio, c'est que même un produit conventionnel aujourd'hui est soumis à des règles, à des mesures de pesticides. Le marché de gros, avec des produits conventionnels, la DAF, les autorités, ils savent, ils contrôlent, ils mesurent est-ce qu'il y a des résidus dedans pour le consommateur. Mais laisse les gens aller sur le lien, tape résidus de pesticides à La Réunion, marché de gros de La Réunion, ça doit voir les résultats. Le bio, c'est pas tellement de dire que le produit n'a pas rien dedans, parce que c'est déjà une exigence. Le bio, c'est une façon de voir la production où on a un respect plus profond encore de l'environnement. C'est-à-dire où on n'utilise pas de produits de synthèse, mais par contre, il peut utiliser des produits naturels. La bouillie bordelaise, la lutte raisonnée, enfin d'autres alternatives aux produits chimiques. C'est un cahier des charges. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il ne faut pas viser le tout ou rien, même, mais il fait toujours des compromis. Le bio, c'est une démarche qui vise à aller vers une progression toujours. Les gens les trouvent souvent en binaire, soit les noirs, soit les blancs. Dans notre métier, il n'existe pas ça. On a toujours des compromis à faire. Et le bio, il peut être un bon compromis parce que pareil, si vous savez avec quelque chose de encore plus fort, le QSU à prix il varie au fait aussi. Parce que la qualité elle est toujours plus chère que, dans tous les domaines, la qualité est toujours plus chère que la plus mauvaise qualité. Donc ça aussi, il faut avoir en tête. Et donc là, nous avons beaucoup parlé de la canne, de la production, de la plantation, etc. Mais il voudrait causer un petit peu avec coup de l'élevage. Et donc, on l'a vu, donc là, on a une nouvelle réglementation que la sortie. Le gouvernement s'est engagé à faire respecter le plan zéro low-cause. Nous connaissons qu'on a un problème de low-cause sur tout l'ensemble de l'élevage bovin à La Réunion. On a un peu dit comme ça, ils ne mangent plus bœuf pays, on connaît bien. Ils ne mangent plus bœuf pays parce que le bœuf pays n'a la low-cause. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Qu'est-ce que vous pensez déjà de ce plan zéro low-cause et aussi du fait que l'ensemble du cheptel bovin à La Réunion est atteint par la low-cause, ce que normalement en France, en métropole en tout cas, tout le cheptel aurait dû être abattu et ici c'est permis.
Ah oui, c'est un gros sujet sur lequel nous l'a déjà souvent exprimé nous aussi aux côtés des filières animales. Parce que là encore, c'est un sujet un peu passionnel où les gens, des fois, ils n'ont pas une vision d'ensemble et c'est noir ou c'est blanc. Quand ils disent que tous les animaux sont impactés, non. En filière viande, où on a une sélection, enfin les animaux restent pas longtemps sur l'exploitation, mais je crois que nous l'étions autour de 15-20%. Donc c'est pas 100%. En filière lait, effectivement, c'est des vaches qui restent en production plus longtemps sur l'exploitation. Donc effectivement, là, on a plus de problèmes. Donc déjà une chose. La deuxième chose, c'est que quand on a eu le plan Locos en métropole, c'était parce que c'était une règle pour les exportations. Et m'y répète, et les gens peuvent aller vérifier, les animaux qui ont été abattus dans le cadre du plan Locos, ont été consommés par les Français. Donc pour montrer que cet aspect de la consommation-là n'a pas de différence avec le traitement qu'il a eu en métropole, les animaux ont été consommés. Donc l'État, il persiste à dire que n'a pas de danger, n'a pas de lien entre la cause et la santé humaine. Là encore, moi l'agriculteur, moi il n'est pas compétent, mais il laisse aux autorités sanitaires et à l'État de prendre ses responsabilités sur ce sujet. Par contre, effectivement, la défense, c'est un nombre d'associations à porter un combat qui aujourd'hui a payé parce que nous avons des moyens que les mobiliser pour assainir le cheptel réunionnais sur cette problématique-là. Les éleveurs aussi vont pouvoir bénéficier puisque quand des animaux sans le cause, toujours un plus que d'avoir des animaux avec le cause. Mais finalement, encore une fois, voilà un petit peu, c'est un sujet qu'il faut bien faire le tour pour comprendre. Ce qu'il me faudrait demander aussi à Bruno Robert, est-ce que quand nous mange la viande d'ici La Réunion, que ce soit la viande bœuf, que ce soit la viande poulet en batterie, que ce qui soit la production, ma tomate, etc., est-ce que nous l'avons en sécurité? Est-ce que la sécurité alimentaire est totalement respectée à La Réunion? Est-ce que peut garantir ça aux consommateurs? Mamie regarde les chiffres, encore une fois, c'est pas à moi de répondre. Mamie pense que oui, parce que mi mange nos produits locaux, parce que mi connaît moi la différence, mais regarde pas que le produit local. N'en parler de la locose, il faut savoir que le bœuf Kobe ou le bœuf d'Argentine, n'a aussi la locose et les gens mettent ça comme un bœuf, voilà. Et le problème des Réunionnais, c'est ça, Gouillave de France. Nous critiquons ce que nous avons localement et nous regardons pas ce qui se fait ailleurs. Moi, je connais en Chine comment ça se produit, parce que ça renseigne à moi, mais je connais en Argentine l'élevage, c'est quoi, les gros élevages industriels. M'y connaît. Donc là-dessus, on n'a aucun doute, nos produits locaux, les de meilleure qualité que les produits où une agriculture capitaliste. Parce que nous, on répète, c'est une agriculture familiale. Après, moi, là, oublié de dire aussi sur ce projet de l'école, la défense, effectivement, qui a soulevé ce problème? C'est des éleveurs qui a fait faillite, qui a été en difficulté à cause de problèmes sanitaires. Et là encore, mes regrets, et il faut absolument que nous puissions travailler là-dessus. Je vais répéter peut-être 3 fois dans cette interview aujourd'hui que nous avons un problème de sécurité des exploitations agricoles, c'est-à-dire que nous travaillons sans filet. Tout le monde peut avoir un accident, tout le monde peut avoir un problème phytosanitaire et nous n'avons aucune assurance qui prend nous en charge. Nous n'avons pas de solidarité, nous sommes tout seuls quand nous tombons au fond du gouffre. Et effectivement, quand nous tombons tout seuls, il est très malheureux. Et aujourd'hui, même il faudrait porter ce sujet-là, il faut que demain les agriculteurs, quand on fait face à une difficulté, qu'on puisse avoir une deuxième chance. Et ça, c'est quelque chose de très important. À la Chambre, on a un service qui s'appelle l'agridif, l'agriculteur en difficulté, qui a très peu de moyens. Et demain, il faudra porter au niveau de l'État que les agriculteurs, l'agridif n'a des moyens, que nous avons des assurances en cas de problème sanitaire, en cas de problème psychologique, en cas de problème santé, qui permettent à nous d'avoir une deuxième chance quand nous sommes en difficulté. Parce que moi, je comprends que ces agriculteurs, effectivement, ces autres vies qui ont été ruinées. Alors, mais ça posait une dernière question. Mais je voudrais savoir actuellement, Bruno Robert, c'est quoi votre régime alimentaire? Est-ce que vous mangez toutes les affaires ou bien, comme au mois d'octobre, il arrive, ça fait peut-être un tour dans les sentiers, partout dans les sentiers de randonnée de La Réunion? Voilà. C'est la question qui fâche, parce que bon, pendant le confinement, moi, j'ai pris 10 kilos, donc il était impossible de recourir. Avec la politique aussi, moi, depuis le Grand Val l'année dernière, moi, plus du tout mis une basket sur mes pieds. Mais effectivement, m'a appris l'habitude, quand on commence le sport, de manger équilibré, comme il dit, de manger de la patate douce, du camba, de rechercher un petit peu de sortir du riz, curry, grain, rougail, et encore plus du Big Mac frites. Donc voilà. Mais effectivement, bien manger, c'est une priorité. Et mieux peut des autres qui ne coûtent pas plus cher de manger patate douce que de manger à McDonald's. Donc c'est un vrai sujet. Et j'espère que nous allons réussir cette transition-là, de sensibiliser les gens que l'alimentation c'est la base et que la Réunion nous peut fournir et nous fournit des produits de qualité. Alors peut-être tu vas donner à nous un dernier scoop, enfin un scoop. Cette année, au cours le Grand Raid ou court pas le Grand Raid? Non. Mais malheureusement, me retient, tout à l'heure on a parlé des jeunes agriculteurs.
les gens rendent pas compte, mais c'est beaucoup de sacrifices, de s'engager pour les autres, finalement de représenter les autres. Et il faut sacrifier des choses. Ma famille paye, mes activités personnelles ils payent, le sport, ben, quand on fait de la politique ou quand ça va à la chambre d'agriculture, c'est du temps qu'on ne peut pas consacrer à autre chose parce qu'une journée fait 24 heures, elle ne fait pas 25. Mon exploitation, il paye. Donc voilà, c'est beaucoup de sacrifices. Mais moi, je me dis que dans la vie, il faut faire ce qu'on est capable de faire. Aujourd'hui, très clairement, les gens ont plus confiance en main pour faire de la politique ou faire du syndicalisme, être à la chambre, travailler sur des dossiers, le sucre bio, la canne fibre, tout ça, que même s'il m'a fini 78e au travail de Bourbon, d'aller courir, bon, si ça te pousse, ça il va continuer à faire, et voilà, mais fait ce que il sait faire, et puis voilà, et nous les nombreux dans ce cas-là, de l'agriculture notamment, la preuve que nous, notre métier, engage à nous pour les 7000 agriculteurs de la Réunion. Merci beaucoup Bruno Robert, merci Margot pour avoir relayé les questions. Je vous retrouve rapidement, enfin en tout cas la semaine prochaine pour un nouvel invité ici dans ce Cause avec notre invité. Je vous souhaite un excellent appétit et une excellente journée. Merci.